Bon. Et du coup, merci Georges, et puis merci à tous d'être présents. Alors juste pour repréciser, du coup, moi, mon activité, elle est mixte, à la fois en psychiatrie de la personne âgée et à la fois en consultation mémoire, consultation comportement. Donc, je vois vraiment un petit peu les deux versants de cette population bien spécifique. Ma présentation, elle est assez simple. Je vais reparler un petit peu de sémiologie avant de s'intéresser ensuite aux différents postulats neurobiologiques et autres qui sous-tendent les symptômes psychotiques du sujet âgé. Et puis après, on va euh, brosser un petit peu les différents troubles de l'humeur avec des caractéristiques psychotiques. La dépression unipolaire, bien sûr, les troubles du spectre bipolaire, le deuil que j'ai inclus dans les troubles de l'humeur, même si c'est peut-être à cheval. Et puis, je vais pas parler de façon extensive des troubles neurocognitifs puisque je crois que c'est la session de du mois prochain. Mais ça me paraissait difficile de pas évoquer ce point puisque c'est toujours une comorbidité qu'on essaye de prendre en compte ou un risque de conversion des troubles de l'humeur vers les pathologies neurocognitives. Il y a beaucoup de cas cliniques, pas tant d'informations théoriques, et du coup, je pense que le mieux, c'est peut-être même d'interagir, de discuter autour des cas cliniques. Pour reprendre donc un petit peu de sémiologie, les symptômes psychotiques, ils sont de différents types. Les illusions, donc des perceptions erronées ou déformées d'un stimulus réel. Les hallucinations, donc des perceptions sensorielles sans stimulus détectable, qui peuvent toucher toutes les modalités sensorielles ou s'imposer à l'esprit dans le cas des hallucinations intrapsychiques. Ces hallucinations, elles peuvent être élémentaires, des phosphènes, des bruits brefs, des choses qu'on va plutôt retrouver dans les pathologies neuroévolutives débutantes, ou complexes, donc des hallucinations de personnes, d'animaux, etc., voire multimodales, par exemple dans la maladie à corps de Lévy, où il peut y avoir des hallucinations musicales, ou comme on peut dire la bande son des hallucinations visuelles. Les idées délirantes, je le redécrirai un petit peu plus après, mais qui s'organisent du coup selon différents mécanismes, l'interprétation, donc un trouble de la pensée déductive, l'intuition, une pensée qui s'impose au sujet, l'imagination, donc l'appropriation d'un vécu erroné. Le syndrome négatif que j'aborderai pas beaucoup plus dans la présentation, puisque c'est une composante de la schizophrénie que je vais pas traiter ici. Donc c'est une atteinte fonctionnelle cognitive, affective et comportementale. Et puis le syndrome de désorganisation, une perturbation quantitative et qualitative qui peut toucher plusieurs domaines. Encore une fois, affect, comportement, cognition, et qu'on peut retrouver pour le coup dans d'autres pathologies que la schizophrénie, l'état maniaque, certains troubles neuroévolutifs. Donc, pour reprendre de façon peut-être un petit peu plus structurée les idées délirantes, je vais vous les reprendre sur des points sémiologiques un peu basiques, mais qui, je trouve, sont toujours intéressants et qui permettent de s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Donc, je vais commencer par les thèmes, si tu veux bien. Hop, et puis encore une fois. Donc, dans les thèmes, il y en a plusieurs qui ressortent particulièrement fréquemment. La thématique de persécution, je vous en reparle après, mais qui est fréquente, notamment chez les sujets âgés. Donc, la conviction d'être la cible d'une agressivité, d'une hostilité, de machination. Le persécuteur peut être flou, non désigné, ce qu'on va peut-être plutôt chez l'âgé trouver notamment dans les pathologies neuroévolutives. Il y a une forme d'idéation méfiante, un peu diffuse, ou parfois elles peuvent être désignées avec des persécuteurs précis. Ces persécutions, bien sûr, elles peuvent s'associer à des hallucinations. La mégalomanie, qu'on retrouve peut-être moins souvent chez les sujets âgés que les plus jeunes, avec la tendance à la surévaluation de soi, richesse, notoriété, toute puissance. Les délires mystiques, ésotériques, donc de mission divine, existence de forces occultes, de filiation divine, qu'on retrouve peut-être un petit peu moins également. D'auto-accusation, donc avec un jugement dépréciatif sur soi-même, une incapacité, une culpabilité, une indignité, un châtiment mérité, chose qu'on va retrouver fréquemment, notamment dans la dépression sévère à caractéristiques psychotiques, on va en reparler plus tard. Les délires de jalousie, donc duperie, frustration, on retrouve aussi souvent chez les sujets âgés, notamment dans certaines pathologies neuroévolutives. La maladie à corps de Lévy s'y prête bien chez des personnes qui hallucinent un conjoint ou une conjointe ou des prétendants à leur partenaire.
Les délires hypocondriaques, donc de transformation corporelle, présence de corps étrangers, d'altération ou de négation d'organes, de négation des facultés intellectuelles. Donc c'est ce qui est constitutif du syndrome de Cotard, notamment, que je vais détailler à travers plusieurs cas cliniques, puisque c'est un peu l'archétype du trouble de l'humeur à caractéristiques psychotiques. Il y a encore le délire d'énormité qu'on peut retrouver aussi dans la maladie de Cotard, qui peut s'associer à de l'immensité, généralement une immortalité qui est vécue de façon très péjorative, avec un sentiment de damnation éternelle. Effectivement, je reparle du syndrome de Cotard, mais je le détaillerai plus en détail par la suite. Et délire de grossesse, qu'on peut retrouver chez les sujets âgés, notamment dans les épisodes maniaques. J'ai une patiente dont c'est le cas et dont je vous parlerai. Et je crois qu'il doit en rester encore quelques-uns. Les délires érotiques, érotomaniaques, donc puissance et prouesse sexuelle, viol à distance, ou la conviction d'être aimé, notamment par le psychologue ou le médecin référent. C'est pas si rare que ça. Et des délires peut-être plus fréquents chez les sujets âgés, justement, les délires d'identité ou délires d'identification. C'est notamment le syndrome de Capgras, le syndrome de Fregoli ou les paramnésies réduplicatives, des syndromes et des types d'idées délirantes qu'on peut retrouver notamment dans les pathologies neuroévolutives où l'atteinte de certaines zones cérébrales va favoriser ces défauts d'identification. Effectivement, un Fregoli, Capgras, ce sont des délires qui tournent autour de la familiarité. Donc le syndrome de Fregoli de l'hyperfamiliarité, donc l'impression qu'une même personne a revêtu plein d'identités différentes, d'où le nom de Fregoli qui était un transformiste italien. Et puis Capgras plutôt de l'hypofamiliarité avec l'impression que les proches ont été remplacés par des sosies. Et bien sûr, ces délires peuvent se calquer sur les animaux, les lieux, le temps, etc. Et puis le délire d'influence qui va doucement amener vers, je pense que ça doit être juste après, l'automatisme mental, donc avec les hallucinations intrapsychiques, le sentiment de vol, de vinement de la pensée, et puis la sensation d'être comme contrôlé, on parle d'impulsion xénopathique, donc une force étrangère contrôle la pensée des actes. Je crois qu'on a fait le tour des... Pas tout à fait. Fantastique, cosmique et surnaturel, mais on doit arriver à la fin de cette diapo. On caractérise ensuite les idées délirantes par leur mécanisme. L'interprétation, comme on l'avait dit tout à l'heure, donc donner un sens erroné à un fait réel, soit un sens, un fait qui vient d'une perception endogène, donc une sensation corporelle, ou exogène, perception extracorporelle. Je suis fatigué, c'est parce que vous m'avez empoisonné. Donc là, pour le coup, c'est une sensation endogène qui est mal interprétée. Et puis le suivant, je pense, je vous ai vu regarder votre téléphone, vous m'enregistrez. Là, plutôt quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Ça doit être ensuite le mécanisme intuitif, donc une prise de conscience brusque, la conscience directe intuitive. Je crois que mon exemple, c'est je suis une prophétesse, je le sais, c'est ainsi. Voilà, la personne est absolument convaincue de quelque chose. Les hallucinations, donc on l'a déjà dit, la perception sans objet. J'entends au-dessus de ma chambre cette personne qui insulte ma famille et le soir, je la vois descendre à travers le plafond, ce qu'on pourrait retrouver dans la maladie à corps de Lévy. Le syndrome d'Ekbom, dont je pourrais vous parler plus tard, j'ai pas fait le cas clinique, mais c'est le délire d'infestation parasitaire, avec souvent des patients qui vont vous présenter les déchets, les copeaux ou débris liés à l'infestation parasitaire, d'où ce signe de la boîte d'allumettes. En général, ils arrivent avec ce type de contenant, ou un tupperware ou autre, avec des choses qui souvent sont des espèces de petites peluches de vêtements ou autres, qui sont intimement persuadés que c'est la preuve irréfutable de leur infestation. C'est un syndrome typiquement transnosographique. J'ai la situation personnellement d'une dame qu'on suit, qui présentait une dépression, qui était en réalité prodromale d'une maladie à corps de Lévy. Dame qui a un glaucome, c'est ses gouttes intraoculaires pour le glaucome, elle était allergique à un des excipients, ce qui a déclenché des phénomènes allergiques périoculaires. Elle était persuadée d'être infestée par des escargots au point de s'arracher des morceaux du visage avec des rasoirs pour retirer l'infestation. Il a suffi de changer de gouttes intraoculaires pour que l'allergie diminue et que finalement le délire régresse aussi.
pas entièrement malheureusement, mais fortement. Et puis, les hallucinations post-veuvage, mais on va passer, je vais en parler vraiment beaucoup plus spécifiquement par la suite. Et puis le délire imaginatif, qui est là la croyance en un contenu inventé, imaginé. Par exemple, il faut arrêter le développement du vaccin Pfizer. J'ai passé plusieurs dizaines d'années au cabinet du ministre et depuis 1 an, nous avons nous-mêmes développé un vaccin à base de lymphe. Pas toujours évident de distinguer clairement l'imagination de l'intuition. Je trouve que c'est toujours plus simple dans les livres de sémiologie et qu'en pratique clinique, c'est un petit peu plus aventureux. Je crois qu'on a fini. Là, ce qu'on va trouver plutôt dans les pathologies neuroévolutives et qui touchent à la sphère imaginative sont les confabulations. Donc, spécifiquement, c'est une production imaginaire qui vient combler une lacune mnésique, par exemple dans le syndrome de Korsakoff ou la maladie d'Alzheimer. Et les ekmnésies, donc la reviviscence d'un souvenir ancien, typiquement dans la maladie d'Alzheimer, et qui sont importantes à essayer de documenter parce que la sanction thérapeutique est complètement différente entre une ekmnésie qui va pas du tout répondre au traitement médicamenteux et des idées délirantes qui, elles, peuvent répondre au traitement médicamenteux. La systématisation des idées délirantes, je crois que les deux seront sur la même diapo ensuite. Donc la systématisation, c'est le degré de cohérence des idées délirantes, la façon dont elles s'articulent les unes aux autres. Il doit y avoir un petit peu... Les délires peuvent être systématisés, un délire cohérent, interprétatif, qu'on dirait plutôt de structure paranoïaque avant, et qui est plutôt le délire des paraphrènes, en opposition au délire non systématisé, qu'on dirait plutôt paranoïde, qui là est plutôt le propre de la schizophrénie d'apparition précoce. Et puis l'extension en réseau, donc qui s'étend à plusieurs domaines, qui intègre de nouvelles idées, souvent chez les personnes âgées, y compris paraphrènes, il va y avoir cette forme d'extension très progressive en tache d'huile qui va envahir progressivement les champs de la vie, versus l'organisation, enfin l'extension plutôt sectorisée, ça doit être juste après, qui n'envahit qu'un seul domaine, qu'un seul champ et qui permet à la personne de rester fonctionnelle entre guillemets. Le retentissement et l'adhésion. L'adhésion, c'est le degré de conviction, ça parle assez bien de soi, du sujet à ses convictions délirantes. C'est bien entendu un facteur pronostic, puisque plus l'adhésion est importante, plus l'adhésion aux soins, par contre, va être difficile à acquérir. Et puis pour ce qui est du retentissement, c'est la participation affective et anxieuse. Je pense que ça prend tout son sens chez les sujets âgés, et notamment avec des pathologies neuroévolutives, chez qui on cherche rarement à supprimer les idées délirantes, mais plutôt à limiter l'impact anxieux ou émotionnel de ces idées, ce qui du coup change aussi la thérapeutique. Puis voilà pour cette diapo. Je vous ai remis celle-ci un petit peu en plus, alors qui n'est pas tirée du Triboulet pour le coup, sur les phénomènes plutôt psychotiques mineurs, qu'à nouveau on va plutôt retrouver dans certaines pathologies neuroévolutives, mais qu'on peut aussi voir dans les troubles de l'humeur. Les sensations de présence, qui sont importantes à documenter chez tous les patients âgés, la perception de bruits élémentaires, donc c'est les hallucinations élémentaires comme on disait, les illusions brèves qui sont favorisées par l'obscurité notamment, et puis la perception d'ombres ou de personnages dans la périphérie du champ visuel, ce qu'on appelle aussi des illusions de passage, qu'on peut également retrouver très en amont de la maladie à Candelévi. Les symptômes psychotiques peuvent être retrouvés, je le redétaillerai plus tard, mais en l'absence de psychopathologie évidente. Dans le syndrome de Charles Bonnet, par exemple, donc c'est l'hallucinose des ophtalmopathes où les personnes en lien avec une désafférentation sensorielle visuelle vont plus facilement avoir des illusions, notamment quand il fait sombre. Je pense que tu peux avancer. Et puis, voilà, je redétaillais le syndrome de Charles Bonnet, sachant que ce syndrome était classiquement décrit chez des personnes vierges de toute pathologie neuroévolutive. On se rend compte quand même actuellement sur des études longitudinales que c'est pas tout à fait vrai et qu'une certaine portion des personnes souffrant d'un syndrome de Charles Bonnet vont évoluer vers une maladie neurodégénérative. C'est tout bon pour celle-ci. Le syndrome négatif, est-ce que tu peux appuyer plusieurs fois comme ça déroule tout le... qui est du coup sur 3 composantes, affective, comportementale et cognitive. Encore une fois, je le remets ici simplement par exhaustivité.
on va pas forcément le détailler. Peut-être ce qui est important, c'est que la composante apathique qu'on peut retrouver dans certaines pathologies neuroévolutives peut se superposer relativement au syndrome négatif et compliquer parfois l'évaluation claire et précise de nos patients. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Et le syndrome de désorganisation, qu'on peut également décrire selon ces trois composantes affectives, donc avec cette discordance qu'ont parfois les patients en termes d'émotions et de sentiments contradictoires ou qui paraissent totalement anesthésiés émotionnellement. Sur le plan comportemental, donc avec un maniérisme, des postures ou des schémas moteurs étranges, des décharges motrices, des paramémies, des paratonies, ce qui peut nous amener vers la catatonie, des rires immotivés. Et sur le plan cognitif, une anomalie du cours de la pensée qui peut aller d'un discours elliptique avec un raisonnement par assonance par exemple, un relâchement associatif, jusqu'au fading, donc l'évanouissement progressif de la parole, ou au barrage, donc l'interruption complète de la pensée. L'illogisme et puis les altérations du langage, donc néologisme, paralogisme, etc., des choses qu'on voit aussi plutôt dans la schizophrénie. Je crois que j'en ai terminé avec la partie sémiologie pour s'intéresser peut-être un petit peu plus spécifiquement au sujet âgé. Je pense que dans cette population, c'est vraiment très important d'avoir en tête que il n'y a pas une fracture claire entre la personne âgée, je dirais, vierge de toute pathologie normale et la personne âgée qui présente des symptômes psychotiques. Il y a vraiment ce continuum qui est plus ou moins marqué. Beaucoup de personnes âgées peuvent présenter des symptômes psychotiques, 4 à 8% chez les plus de 60 ans en population générale. Ça suppose que certaines personnes âgées sont vierges de toute pathologie et ont des symptômes psychotiques. Cette prévalence, elle augmente avec l'âge. 10% des plus de 80 ans sans troubles neurocognitifs, notamment en lien avec la désafférentation sensorielle, mais je vous le réévoque. Une incidence qui est relativement élevée, donc 30 personnes pour 100 000 personnes années, et puis jusqu'à 45% des personnes âgées hospitalisées pour un épisode dépressif ont des symptômes psychotiques. On va le redétailler, mais effectivement, ce continuum du normal au pathologique, il est marqué par plusieurs facteurs de risque d'émergence des symptômes psychotiques. La désafférentation sensorielle, je pense que c'est un des plus importants, notamment sur le plan auditif et visuel, mais ça peut aussi marcher sur le plan gustatif. Par exemple, maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer touchent le bulbe olfactif de façon très précoce et peuvent entraîner des parosmies, dysosmies qui peuvent engendrer des idées délirantes. Il y a une association assez forte au niveau de névrosisme en termes de dimension de personnalité et à l'anxiété. L'isolement social est un fort pourvoyeur d'hallucinations, d'idées délirantes, et à l'inverse, les hallucinations, les idées délirantes sont aussi un facteur fort d'isolement social. On a un cercle vicieux qui peut s'instaurer. Les événements aversifs, donc tout ce qui va être psychotraumatique dans l'enfance et l'adulte, peut générer des symptômes psychotiques également à l'âge avancé. Bien entendu, les sujets âgés sont fragiles sur le plan somatique, donc toute comorbidité somatique et notamment cardiovasculaire va avoir tendance à pouvoir générer des idées délirantes, des hallucinations, notamment en lien avec la surcharge cérébrovasculaire et aussi en lien avec la polymédication qui est associée et les effets indésirables des médicaments. Je le redétaillerai pas tellement, mais c'est clairement quelque chose à prendre en compte. Et puis, la personne âgée est plus vite marquée sur le plan fonctionnel par les symptômes psychotiques que les sujets non âgés. Vas-y. Alors, pour reprendre un petit peu de physiopathologie et vous laisser tranquille après avec ça, on a différentes théories et une de celles qui est les plus plébiscitées chez le sujet âgé, c'est cette théorie des afférences bottom-up. Donc, bottom-up, ça désigne en gros les afférences sensorielles, c'est-à-dire la perception d'un stimuli, par exemple le visuel, comment va-t-il aller jusqu'au cortex sensoriel, et on a un mécanisme de régulation qui est dit top-down, qui là met plutôt en jeu les fonctions exécutives et attentionnelles, qui permet de sélectionner, par exemple là je suis en train de vous regarder, mais j'ai un contrôle cognitif exécutif qui fait que je me focalise pas sur vous et que je peux continuer à me focaliser sur ce que je suis en train de dire. Ces mécanismes-là peuvent être perturbés à tout niveau dans les pathologies
psychotiques et neuroévolutives, ce qui favorise l'émergence des hallucinations, des illusions. On a aussi un plus mauvais contrôle des perceptions internes qui peuvent du coup être erronées et perçues comme des hallucinations, des illusions. Ça, c'est un mécanisme peut-être plus proche de ce qu'on retrouve dans la schizophrénie, avec des atteintes de certaines zones cérébrales, comme la jonction temporopariétale, qui est liée au schéma corporel. La dérégulation de ces trois mécanismes peut se retrouver aussi. La partie bottom-up, par exemple, dans le syndrome de Charles Bonnet, la désafférentation sensorielle entraîne une forme d'hyperexcitabilité neuronale et on a trop de stimuli visuels qui finalement passent jusqu'au contrôle cognitif. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Alors, je suis désolé, j'ai eu la flemme de retraduire cette diapositive, mais le but était d'illustrer le fait que de multiples mécanismes concourent simultanément à l'émergence des hallucinations ou des illusions chez les sujets âgés. À la fois des facteurs propres liés aux changements structuraux du cerveau, qui liés ou pas à une pathologie neuroévolutive, aux changements neurobiologiques, neurochimiques que ça implique, mais également aux traitements médicamenteux utilisés, à la douleur aiguë ou chronique qui peut engendrer des hallucinations, aux pathologies somatiques, à la déficience, aux désafférentations, sensorielles, à l'isolement social, etc. Je crois que j'ai une autre diapo, toute simple, mais pour réillustrer ce point qui me semble important à toujours garder en tête face à des symptômes psychotiques chez l'âgé, c'est que toute personne âgée va avoir tendance à être vulnérable, en particulier celle qu'on va voir dans le cadre des soins psychiatriques à l'hôpital ou en consultation. Et qui dit une vulnérabilité plus importante dit qu'un stress plus bas peut engendrer ces symptômes psychotiques et une pathologie. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir en tête cette espèce de continuum et essayer de toujours voir la personne âgée dans son entièreté et chercher les comorbidités plus que se focaliser uniquement sur le versant psy du symptôme psychotique. Bon, ça fait beaucoup de blabla sur l'introduction, mais finalement, on sait toujours pas de quoi je vais parler. Les symptômes psychotiques chez le sujet âgé, je viens de vous le dire, on peut les retrouver dans beaucoup de situations différentes. Pathologie somatique, syndrome confusionnel, les deux sont liés, bien entendu. Les symptômes neuropsychiatriques ou psychocomportementaux associés aux pathologies neurocognitives, la désafférentation sensorielle, la iatrogénie médicamenteuse, les intoxications au sevrage à des molécules psychoactives, alcool et autres, le deuil, que j'ai pas tout à fait mis dans les pathologies psychiatriques parce que c'est un processus normal qui peut s'accompagner d'hallucinations. Et puis au sein des pathologies psychiatriques, on a bien entendu les pathologies vieillies, schizophrénie d'apparition précoce par exemple, ou troubles bipolaires, et puis les pathologies psychiatriques de révélation tardive, les épisodes dépressifs unipolaires avec caractéristiques psychotiques, les troubles du spectre bipolaire d'apparition tardive et le deuil pathologique. Là, je crois que si tu déroules un petit peu, voilà, l'idée que j'ai derrière, c'est que bien entendu, un train peut en cacher un autre. On peut avoir un deuil simple accompagné d'hallucinations, qui va se compliquer ensuite d'un épisode dépressif, qui en fait va révéler une pathologie neuroévolutive. C'est pas parce qu'on trouve un de ces encarts qu'il faut pas aller chercher les autres. Je vous le redis après, peut-être le premier à éliminer systématiquement, c'est la confusion devant des symptômes psychotiques, de novo. Aujourd'hui, du coup, je vais traiter, comme je vous avais dit en introduction, seulement de ces différents points-là, ce qui va pas mal nous occuper quand même. Sur le plan épidémiologique, alors je pense qu'il doit y avoir un autre... voilà. L'idée de cette diapo était simplement de remarteler ce point-là face à des symptômes psychotiques. La première étiologie à aller rechercher, elle n'est pas psychiatrique. Il y a plus souvent des pathologies somatiques pourvoyeuses de ces symptômes que des pathologies psychiatriques. Alors je sais qu'on est psychologue, psychiatre, infirmier en psy, mais ça n'empêche pas d'avoir ce regard et de chercher à aller décrypter d'autres pathologies. En tout cas, les troubles de l'humeur sont les premiers pourvoyeurs en matière de pathologie psychiatrique pour les symptômes psychotiques. Alors je remartèle, mais devant chaque personne âgée, il faut se questionner sur ce continuum, rechercher des comorbidités somatiques. Et donc devant tout symptôme psychotique, je pense qu'il faut examiner la personne dans son entièreté, l'interroger et son entourage avec, faire un bilan biologique exhaustif, en tout cas la première fois qu'on la reçoit, s'interroger sur la question du sevrage médicamenteux ou en produits toxiques,
ou la iatrogénie médicamenteuse, par exemple les traitements anticholinergiques qui sont pourvoyeurs d'hallucinations. Ne pas hésiter à réaliser une IRM cérébrale pour pas passer à côté d'une pathologie aiguë ou subaiguë. Pister la désafférentation sensorielle. C'est dommage de mettre des neuroleptiques à quelqu'un qui a un syndrome de Charles Bonnet et qui a juste pas les bonnes lunettes quand vous le voyez. Et puis, éliminer la confusion qui est vraiment fréquente. Je vous ai donné des petits outils. Squid, c'est Single Question in Delirium. C'est un outil que j'utilise de plus en plus personnellement, qui se base sur une seule question, c'est de demander à l'entourage, est-ce que votre proche est dans son état normal ou pas? Ce qui permet de s'affranchir aussi dans les pathologies neuroévolutives où, quand vous rencontrez un patient pour la première fois, savoir s'il est plus désorienté que d'habitude ou qu'il a plus de troubles du comportement que d'habitude, c'est quand même pas évident. Par contre, l'entourage, c'est quasiment tout le temps informatif, et s'ils vous disent ah oui, il se dégrade depuis 1 an, mais là, ça fait 2 jours qu'il ressemble pas à ce qu'il était d'habitude, je pense qu'il faut les croire. J'insiste sur ce point, mais du coup, symptômes psychiatriques de nouveau, confusion jusqu'à preuve du contraire. Si on résume un petit peu avant de s'attacher à la clinique, les symptômes psychotiques qui sont relativement fréquents chez les sujets âgés, notamment chez les résidents d'EHPAD ou les patients suivis en gérontopsychiatrie, c'est logique. Il y a plusieurs facteurs de risque qui les pourvoient, le déficit sensoriel, l'isolement, le déclin cognitif, les comorbidités somatiques, les modifications neurobiologiques liées au vieillissement, et puis la polymédication. Différentes causes, donc la confusion, les sevrages, les pathologies somatiques, la démence, et puis celle qui nous intéresse ici, la dépression et les autres troubles affectifs. Puis, ne pas méconnaître une forme secondaire. Il y a quelques petits, peut-être, drapeaux rouges qui peuvent se lever, notamment si vous avez des symptômes très sévères, des symptômes psychotiques atypiques, par exemple les hallucinations visuelles doivent quand même orienter plutôt vers une pathologie somatique en premier lieu. Si l'âge, le mode de début est inhabituel ou qu'on a une évolution rapide avec des troubles cognitifs, les antécédents familiaux de troubles neurocognitifs, par exemple une famille avec une mutation C9ORF72 dans la démence frontotemporale, vont développer des symptômes psychotiques vers 40-50 ans avec un tableau frontal. Il faut rapidement s'interroger. Si vos symptômes sont résistants aux traitements médicamenteux ou psychothérapiques, peut-être qu'il faut s'interroger sur une cause secondaire. S'ils sont associés à une modification de la personnalité, comme dans la démence frontotemporale, en cas de comorbidité médicale connue, pourvoyeuse de ce type de symptômes. Et puis, peut-être les personnes vierges de tout antécédent personnel et qui développent une pathologie, un trouble de l'humeur à caractéristiques psychotiques après 80 ans, la question de la pathologie neuroévolutive est jamais très très loin. Il peut y avoir un autre petit encart en dessous. Et donc, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, mais bien reprendre l'anamnèse, les antécédents et le bilan, les examens complémentaires. Du coup, on va s'attaquer à la première partie, donc sur les symptômes dépressifs, à moins que vous ayez déjà des questions peut-être sur cette partie introductive. Pas trop, je sais pas si on voit celle de la salle ou si vous préférez qu'on fasse tout à la fin. Ouais. Pour ce qui est du coup de l'épisode dépressif unipolaire à caractéristiques psychotiques, il a une prévalence vie entière d'à peu près 0,3%. Il y a peu d'études qui s'intéressent spécifiquement à ce trouble de l'humeur à caractéristiques psychotiques chez l'âgé, mais somme toute, ça nous dérange pas tant que ça en tant que gérontopsychiatre, puisque l'âge moyen est élevé, il est autour de 51 ans. Donc on s'adresse déjà à une population, si elle n'est pas âgée, elle commence à être vieillissante. La plupart des pathologies psychiatriques, je suis un peu dur avec ça, mais c'est que la nomenclature internationale a tendance à qualifier après 50 ans d'apparition tardive, notamment pour le trouble bipolaire ou la dépression. C'est pas moi qui le dis, du coup, ça va. Ces épisodes dépressifs unipolaires psychotiques sont associés à un surrisque suicidaire. Cette notion, elle a été longtemps contestée dans la littérature, mais les dernières, la méta-analyse que je liste là de 2018 retrouve ce risque qui, moi, me paraît plutôt évident en pratique clinique. Bien entendu, cette dépression, elle est associée à la dépression résistante, puisqu'elle est plus sévère et que elle est marquée par
ces symptômes psychotiques et généralement une anxiété plus forte aussi, et qu'elle va avoir tendance à moins répondre à des antidépresseurs seuls. On rentre rapidement dans cette nomenclature de dépression résistante, c'est plus de 2 antidépresseurs qui ont échoué. Dans cette population, les idées délirantes de type hypocondriaque sont plus fréquentes. La question est fortement corrélée à cette notion que je vous évoquais tout à l'heure de dysrégulation bottom-up et top-down. Si vos afférences sensorielles corporelles sont plus fréquentes parce que vous êtes âgé, pathologie rhumatismale, des afférentations sensorielles, troubles digestifs, et que vous avez plus de mal à faire un petit peu une barrière cognitive vis-à-vis de ces afférences, rapidement elles peuvent angoisser, voire générer des idées délirantes. Ce qu'on va retrouver souvent dans les cotards débutants, qui n'ont peut-être pas encore la négation d'organes, l'immensité, etc., mais qui peuvent être très préoccupés sur le fonctionnement de leurs organes, leur cœur, leur tube digestif. Pour voir très rapidement sur le plan médicamenteux, on va plus brosser les différents tableaux cliniques à travers des cas cliniques, justement. Ce sera peut-être plus interactif. Mais en tout cas, en termes de traitement, finalement, la première ligne reste assez classique. Un ISRS ou un IRSNA, donc un inhibiteur de recapture sérotonine-noradrénaline, type duloxétine, venlafaxine, avec la potentialisation par un traitement neuroleptique, plutôt aripiprazole et kétiapine qui ressortent dans les dernières études. Cette combinaison d'un antidépresseur avec un neuroleptique d'emblée a montré sa supériorité versus le traitement antidépresseur en monothérapie et versus l'antidépresseur avec un thymorégulateur. Néanmoins, il y a certaines études qui montrent un intérêt probable de l'utilisation du théralite, un petit peu en ricochet de ce qu'on voit dans la dépression ou la manie dans le cadre de la bipolarité, où pour le coup le lithium est efficace qu'il y ait ou non des symptômes psychotiques. Et puis bien sûr, mais je vais y revenir beaucoup de fois, la sismothérapie, ça doit être le traitement auquel on pense le plus rapidement chez les sujets âgés. D'une part parce c'est une thérapie plutôt bien tolérée chez les âgés, en dehors peut-être des effets sur la cognition en immédiat. Et puis c'est plus efficace chez les sujets âgés que chez les sujets adultes. Donc tant qu'on le peut et que c'est accessible, il faut vraiment pas se priver de ce traitement qui change vraiment drastiquement nos situations cliniques. Bien entendu, faut pas négliger, parce qu'il y a cette composante psychotique, les traitements non médicamenteux, la psychothérapie sous toutes ses formes, la luminothérapie, l'activité physique adaptée et tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Je suis un défenseur de plus en plus fervent de l'activité physique adaptée qu'on met en place, nous, dans l'unité d'hospitalisation, qui vraiment donne de bons résultats de la part des patients, que ce soit de façon quantitative ou qualitative. Prendre en charge les comorbidités psychiatriques et somatiques, c'est indispensable, bien entendu, mais ça vaut pour toute étiologie. Et puis, rechercher le syndrome d'apnée du sommeil. J'ai pas retrouvé d'études spécifiques, mais c'est de la pratique clinique sur laquelle je me fixe. On a lancé, nous, un dépistage systématique dans l'unité. On est assez surpris. On a jusqu'à 35% de patients dépistés en population gérontopsychiatrique qui sont positifs, avec un impact quand même drastique sur les symptômes dès qu'on met en place une ventilation non invasive. Et du coup, on va s'intéresser aux premiers cas cliniques. Alors, je les ai présentés de façon un peu scolaire peut-être, mais n'hésitez pas à m'interrompre ou à en parler avec moi pour qu'on puisse discuter autour de ces cas. Le premier cas que je vous présente, c'est celui d'un homme de 83 ans, qui somme toute a des antécédents cardiovasculaires, un glaucome bilatéral qui n'a pas été traité chirurgicalement jusqu'à présent. Il a qu'un seul antécédent de dépression, il y a une dizaine d'années, qui avait été traité sans souci par son psychiatre libéral, par le traitement médicamenteux, la venlafaxine et la psychothérapie. Quand nous on le rencontre, ça fait à peu près 18 mois qu'il présente des symptômes. D'abord un deuil non pathologique, puis un deuil pathologique, puis une dépression en lien avec le décès de son épouse. Elle est décédée d'un cancer du poumon. Et puis il y a seulement un antécédent de dépression chez sa sœur. Ce monsieur vivait en Ardèche, au soleil. Il a été rapatrié par ses enfants à Lyon suite au décès de l'épouse.
parce qu'il perdait un petit peu en autonomie, probablement sur la dépression, en tout cas c'est ce qu'on a suspecté. Et il est donc en EHPAD depuis quelques mois. Transition que ce monsieur a assez mal vécu, de passer de son village ardéchois ensoleillé à l'EHPAD au milieu de Lyon. Ça lui a pas beaucoup plu et on peut l'entendre. Ce monsieur était mécanicien en usine et fabrique de tissus, ce qui aura son importance par la suite. Quand il arrive, il est traité par fluoxétine, niancérine. Il avait déjà bénéficié de séroplex qui n'avaient pas trop été efficaces. Peut-être déjà ce qu'on peut se dire que la fluoxétine, c'est pas forcément le traitement le plus adapté chez les sujets âgés en raison de sa longue demi-vie qui a du coup tendance à être délétère chez ces personnes-là et à favoriser le risque de chute, entre autres. Est-ce que tu peux mettre la diapositive, je pense. Merci. Ce monsieur va être hospitalisé fin août face à des dyspnées. Il y a un épanchement pleural qui est retrouvé, qui sera simplement ponctionné et pas analysé à l'époque, mais il est adressé rapidement après par les urgences, aux urgences psychiatriques, par son EHPAD, pour un tableau dépressif intense. Il y a une tristesse marquée, une anédonie totale dans la maison de retraite. Difficile de dire si c'est aussi la transition de chez lui à l'EHPAD, mais en tout cas, il ne fait plus grand-chose. Une anorexie totale, elle aussi. Une insomnie avec des sensations d'impatience, de lourdeur dans les jambes, qui le rendent clinophile. Beaucoup de ruminations anxieuses au sujet du décès de son épouse. Un vécu de culpabilité important, ce qui est souvent un marqueur de la pathologisation. Je ne sais pas si ça existe ce terme du deuil. Et puis, très marqué aussi autour de travaux dans son domicile. Je sais pas vous en pratique clinique, mais moi, je vois souvent des personnes âgées qui viennent très anxieuses autour des travaux. Je pense personnellement que c'est une petite atteinte sur le plan des exécutifs qui leur permet moins de mettre à distance leur angoisse ou de simplement raisonner en se disant bah, il va y avoir les travaux, ça va bien se passer, il va se passer telle chose ensuite, etc. Ça les désorganise psychiquement assez vite, je trouve. Et ce qui avait inquiété l'EHPAD, des idées suicidaires scénarisées par défenestration. Dans l'unité, on va rapidement le relayer sur la base des arguments que je vous disais vers de la duloxétine et de la mirtazapine, ce qui est une association médicamenteuse fréquente qui permet de toucher aux 3 neurotransmetteurs. Ce monsieur est toujours assez anxieux. On est réticent dans l'unité à mettre en place des benzos à cause de cet épanchement pleural avec la dyspnée, dont on ne sait pas très bien encore à quoi c'est dû. Il y a donc un essai de tertian, alors ce qui est pas classique puisque cette molécule elle est très anticholinergique, on a tendance à l'éviter chez les sujets âgés qui le tolèrent mal. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec lui. Donc ça l'a pas mal ralenti sur le plan cognitif et il avait des troubles de l'équilibre. De la loxapine mais qui n'aura aucune efficacité sur son anxiété. On utilisera de la prégabaline chez lui. Jusqu'à ce moment-là, ce monsieur est complètement inaccessible à toute mesure non médicamenteuse. Il est pétri d'angoisse, on a du mal à entrer en lien avec lui. Et puis, il rumine également sur sa mémoire avec cette impression, au cours des 18 derniers mois, depuis le décès de son épouse, d'être moins efficient. On lance une IRM cérébrale. Puis, vu son état psychique, le bilan neuropsychologique devra malheureusement attendre. Au cours de l'hospitalisation, il a des idées délirantes qui apparaissent, ce monsieur. Il est convaincu que la laine de verre qu'il a enterrée dans son jardin il y a une vingtaine d'années à la fin de ses travaux a diffusé depuis son jardin jusqu'à la nappe phréatique qui suppose située en dessous et qui va contaminer tout le bassin versant autour de chez lui et qu'il y aura du coup des milliers de personnes qui vont décéder intoxiquées sur le plan ORL, digestif et respiratoire par cette laine de verre. Il est persuadé du coup qu'il va être accusé de ça, endetté à cause de ça, parce qu'il devra payer les soins médicaux des personnes malades à cause de lui, et qu'une fois qu'il sera mort en lien avec ses idées suicidaires, c'est ses enfants qui vont hériter de ses dettes et qui pourront jamais vendre sa maison pour payer l'EHPAD. Bon, quelque chose d'assez conséquent quand même en termes d'idées délirantes, et particulièrement il était particulièrement marqué sur le plan affectif et anxieux par ces idées qui ruminent en boucle et dont il n'arrive pas à se défaire. Elles génèrent des idées suicidaires plus importantes. Le seul facteur protecteur qu'il nous disait, c'est qu'il voulait pas se suicider avant d'avoir essayé de régler cette histoire de laine de verre. Bon, je sais pas du coup si on peut considérer ça comme un facteur protecteur. J'ai pas vraiment tranché.
les idées délirantes n'en sont peut-être pas un. Face à cette situation, clairement, on s'est tout de suite lancé sur de la sismothérapie. Il est âgé, les traitements antidépresseurs vont mettre un temps à faire effet, il a des idées suicidaires scénarisées avec un risque de passage à l'acte imminent. Bon, faut pas se poser la question deux fois. Si on a accès à la sismothérapie, il faut y aller dans ce contexte-là. En attendant, on a quand même pris la décision de majorer son traitement médicamenteux, duloxétine, prégabalin, pour essayer de le soulager. Et puis, sur ces entrefaits, ce monsieur redevient dyspnéique, avec la suspicion d'un nouvel épanchement pleural qui va être talqué cette fois-ci et ponctionné et analysé. Il présente toujours un inconfort et des douleurs qu'on arrive mal à décrire. On se pose la question de la dépression atypique qui peut donner des sensations de lourdeur dans les jambes, chose qu'on retrouve plutôt dans le versant bipolaire de la dépression. On se pose aussi la question de douleurs plutôt d'allure neuropathique en lien avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs chez ce monsieur vasculaire. Mais c'est pas ce qu'on retrouve sur l'angioscan des membres inférieurs. On se pose aussi cette question de forme un petit peu d'impatience. En tout cas, il est plutôt soulagé par le paracétamol, mais ça continue à s'aggraver jusqu'au point où on met en place des morphiniques. Est-ce que tu peux... Merci. Sur ce talcage, on découvre un mésothélium pleural. Ce monsieur, je vous l'avais dit, était mécanicien dans une usine de textile qui en fait avait des murs en amiante de partout. Donc bon, compliqué quand même. Et simultanément, son frère décède d'un cancer du poumon. Alors si je vous recontextualise, il y a son épouse qui est décédée d'un cancer du poumon, son frère décède d'un cancer du poumon, il a un cancer de la plèvre. Ça commence à faire beaucoup. Sans grande surprise sur le plan dépressif, ce monsieur s'accentue fortement jusqu'à avoir une échelle MADRS, donc cette échelle d'évaluation de la dépression sur 60 points. Au-delà de 30, on considère déjà qu'elle est sévère. 47, mais personnellement, c'est mon plus haut score atteint sur cette échelle. Il était vraiment pétri d'un sentiment de mal-être extrêmement intense, au point qu'un syndrome catatonique apparaisse. Ce monsieur va devenir prostré, présenter une rigidité extra-pyramidale, est immobile, quasi mutique à plusieurs reprises. Il a le regard fixe, il cligne peu des yeux, il commence à être dans une forme de retrait alimentaire et de retrait vis-à-vis de l'environnement. Bon, ça justifie d'autant plus la sismothérapie, qui est à la fois un traitement des idées suicidaires scénarisées avec un risque de passage à l'acte, du syndrome catatonique et de la dépression. Ouais, on peut. Ah, j'ai dû faire une. Voilà, non, c'est bon. Est-ce que tu peux le remettre? Je pense que j'avais mal mis ma diapo. On va lancer une prise en charge oncologique pour ce patient auprès de nos collègues oncopneumologues. En attendant la sismothérapie qui se fait tarder, on optimise son traitement en majorant jusqu'au bout de ce qu'on peut faire en se basant sur des dosages plasmatiques. Puis on reçoit son IRM qui montre un franc gradient d'atrophie postérieure et notamment au niveau temporal et pariétal. Bon, je ne sais pas si vous êtes versé dans l'analyse des IRM, mais des zones qui sont typiquement atteintes dans la maladie d'Alzheimer, qui donnent une atrophie plutôt temporale et pariétale postérieure, avec de la leucopathie ou des lésions vasculaires à ce niveau-là. Bon, c'est pas notre habitude, mais dans ce cas-là, on a pris la décision de ne pas en parler tout de suite au monsieur qui venait déjà de perdre 2 personnes de son entourage à qui on annonce qu'il a un cancer. Je pense que si on lui avait rajouté la suspicion de maladie d'Alzheimer, c'était pas le moment, quoi, globalement. On prend la décision de mettre en place un neuroleptique en plus, chose qu'on aurait peut-être dû faire plus précocement, donc de l'aripiprazole, qui va bien l'améliorer et assez vite. Sa MADRS chute rapidement. La prise en charge oncologique avait aussi beaucoup soulagé ce monsieur qui finalement avait été rassuré de l'idée que bah voilà, on pouvait le prendre en charge, que ce cancer était non curable, mais qu'on pouvait l'accompagner, faire de la radiothérapie à visée antalgique, etc. Malheureusement, le neuroleptique va majorer la sensation d'impatience, donc on ne peut pas l'augmenter autant qu'on le souhaite. Vas-y. Ce monsieur s'améliore, hein, du coup, je vous disais, sa MADRS est à 17, il a toujours pas eu de sismothérapie, mais voilà, coup de chance, il s'améliore avec les traitements et la prise en charge oncologique. C'est pas parfait, donc on décide de switcher vers la venlafaxine, donc puisqu'on était au maximum de la duloxétine. Et puis, comme il est un petit peu mieux, on essaye de profiter de cette fenêtre
pour lancer d'autres traitements, donc un accompagnement psychothérapique, la luminothérapie, la prise en charge par la médecine de la douleur et les explorations du sommeil. Donc encore dans une espèce d'idée d'essayer de rechercher toutes les causes possibles qui peuvent favoriser l'émergence de ces symptômes psychotiques dans une perspective un peu de stress, vulnérabilité, encore une fois. Et puis, chose qu'on fait assez systématiquement dans le service, on lance un pharmacogénotypage, puisqu'on voit quand même que ce monsieur, malgré son âge, a des posologies très importantes de traitement. Il répond pas forcément très bien. On cherche à savoir s'il a une métabolisation un peu altérée des médicaments. Malheureusement, peut-être qu'à vouloir trop en faire, on a été délétère et le switch de traitement entraîne une réaccentuation de son syndrome dépressif. Je pense a posteriori qu'on aurait dû se contenter de l'amélioration partielle. On relance la sismothérapie et on reprend le traitement précédent. De fait, il a un syndrome d'apnée du sommeil qu'on va appareiller et débuter la sismothérapie. Malheureusement, ce monsieur s'améliore pas franchement avec la sismothérapie. On prend la décision en cours de route de le passer sous tricyclique, qui est, avec la venlafaxine, un des traitements de référence en termes de niveau de preuve sur le risque de rechute dépressive après la sismo. On est un petit peu là, hein. Sismothérapie, switch vers le laroxine. La sismo, on la continue jusqu'à 16 séances. Elle est de moins en moins bien tolérée jusqu'à, malheureusement, la chute en post-anesthésie générale avec une fracture du col fémoral. Ce monsieur, c'est un cas typique de gérontopsie, hein. C'est pas très joyeux, mais il fait un peu cette cascade de problématiques qui est, je trouve, typique. Bon, devant cette situation, on se sent quand même dans l'équipe très désemparé. Il faut imaginer que ce monsieur, il est là depuis 9 mois, hein, avec tous ces rebondissements successifs, les temps d'introduction de médicaments, prise en charge oncologique, etc. On décide de mettre en place un inhibiteur de la monoamine oxydase, donc parmi les premiers traitements antidépresseurs qu'on a utilisés, qui sont contraignants à prescrire parce qu'ils supposent d'éliminer toute molécule de l'alimentation qui amène des précurseurs de neurotransmetteurs, donc de la tyramine. Donc ça veut dire en gros qu'on mange plus tout ce qui est sympathique, plus de produits un petit peu maturés, plus de fromage, plus de bière, plus de charcuterie, qui est quand même dommage pour un ardéchois. Mais bon, il accepte néanmoins. Donc on met ce médicament qui s'appelle sélégiline, qu'on va potentialiser. Je vais bien mettre la suite. Il s'améliore assez progressivement, mais néanmoins son amélioration sur le plan thymique nous permet de voir que sur le plan cognitif, il est de plus en plus marqué par des troubles de la mémoire. Bon, nous on avait clairement en tête cette idée de maladie d'Alzheimer, et probablement aussi que sur cette dépression sévère, sismothérapie, cette ligne de traitement médicamenteux, il a un petit peu descendu une marche assez rapidement sur le plan cognitif. Puis ce monsieur voit réapparaître une dyspnée. Malgré tout, son mésothélium est stable. Sur cette dyspnée, ce monsieur va finir par faire une fausse route avec une pneumopathie d'inhalation, où il va être réhospitalisé en soins somatiques, où une limitation de soins est posée eu égard à sa dépression sévère partiellement soulagée et aux troubles cognitifs. Malheureusement, ce monsieur décédera par la suite en soins somatiques de son infection pulmonaire. Bon, ce cas est un peu dense pour commencer, mais je trouve qu'il illustre bien cet aspect très transdisciplinaire et transdiagnostique que peut avoir la psychiatrie du sujet âgé, où on part d'un deuil, il a une dépression sévère, des caractéristiques psychotiques ensuite, une pathologie cancéreuse, ces événements de vie familiaux qui viennent compliquer la prise en charge. Et finalement, je trouve que c'est des choses avec lesquelles on doit toujours jongler en psychiatrie du sujet âgé. Ça fait un peu le sel de cette pratique et en même temps la difficulté. Et puis permettez aussi de voir qu'on a de la ressource sur le plan médicamenteux, bien que ce soit pas toujours facile à utiliser, pas toujours bien toléré, et que la sismothérapie, c'est efficace, mais c'est pas systématiquement efficace. C'est 80% d'efficacité dans la dépression sévère. Malheureusement, ce monsieur s'est glissé dans les 20% d'inefficacité. Alors, et c'est là où je retire ton attention. Si on a le temps tout à l'heure, j'ai un autre cas clinique de dépression unipolaire avec un syndrome de Cotard pour le coup. Et du coup, pour le moment, on va passer au trouble du spectre bipolaire.
Sur le plan théorique, la bipolarité de l'AG, c'est 0,5 à 1% de la population âgée, majoritairement des femmes. 5% des troubles bipolaires surviennent chez les personnes de plus de 60 ans et un quart des personnes bipolaires ont plus de 60 ans, liés bien entendu à leur vieillissement. En termes nosographiques, on parle de troubles bipolaires d'apparition tardive après 50 ans. Cette distinction, elle a tout son sens, c'est qu'à partir de 50 ans, l'association aux facteurs de risque cardiovasculaire, elle est vraiment très importante et il y a probablement un lien entre les deux qui est bidirectionnel. La bipolarité favorise l'émergence de lésions cérébrovasculaires qui elles-mêmes favorisent la bipolarisation tardive de certains patients, notamment ceux qui présentent des troubles dépressifs récurrents avant 50 ans et qui après vont présenter un épisode maniaque, ou les personnes qui authentiquement font un premier épisode thymique après 50 ans. Si tu passes, je crois qu'il y a des petits encarts. Donc en rouge, le trouble bipolaire d'apparition tardive, et en jaune, tout ce qui désigne la bipolarité du sujet âgé. Je pense qu'il doit encore y en avoir. Pour la diapo suivante, 65% des épisodes bipolaires ont des caractéristiques psychotiques, la règle plutôt que l'exception. La manie psychotique, surtout chez des sujets qui n'ont jamais présenté d'épisode maniaque, elle est quand même fortement associée à des causes somatiques ou à un risque de conversion, ou que cette manie soit en réalité un prodrome de pathologie neuroévolutive. Il faut vraiment l'avoir en tête aussi. Premier épisode de manie passé 50-60 ans, il faut rechercher une cause secondaire. Les symptômes, les idées délirantes de paranoïa sont plus fréquentes, que ce soit versant dépressif ou maniaque, chez l'âgé. Et puis, bien entendu, les sujets âgés hors pathologie neuroévolutive, mais qui souffrent d'un trouble bipolaire, ont des troubles cognitifs également à la phase euthymique, ce qui peut compliquer un peu les investigations. Pour se donner un petit peu une idée de la fréquence des épisodes, la mixité est beaucoup plus fréquente chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes, puis la dépression et la manie est beaucoup plus marginale. Alors personnellement, je trouve qu'il y a un biais qui est lié à la difficulté à distinguer clairement les épisodes mixtes des épisodes maniaques et dépressifs chez le sujet âgé. Je trouve qu'ils ont tendance à avoir une présentation plus lissée. On a beaucoup moins d'élation de l'humeur et moins souvent aussi de tristesse importante, et plus souvent une forme d'irritabilité, d'hostilité ou de labilité émotionnelle qui fait que c'est pas évident de réussir à repérer dans quelle phase ils sont précisément. Donc, bon, à nuancer avec ce point-là, mais ça, c'est de la pratique clinique. J'ai pas trouvé d'études qui parlent de ça. Et comme je vous le disais, le lien avec les comorbidités vasculaires et notamment cérébrovasculaires est très important, avec un risque d'évolution vers une pathologie neuroévolutive qui est important aussi. Le risque relatif, il est x3 pour les personnes bipolaires. Et puis, un rôle, je ne vais pas le détailler ici, mais rôle important du lithium qui pourrait être neuroprotecteur chez les sujets âgés bipolaires. On a souvent l'idée que du coup le lithium est neuroprotecteur, mais non, il ne l'est que chez les personnes bipolaires qui ont été traitées avec. Vas-y, je pense qu'il va y avoir une petite diapo brève de thérapeutique. Bon, l'idée était simplement de mettre en lumière le fait que le lithium doit rester un traitement de référence dans le traitement de la bipolarité. C'est peut-être un petit peu moins vrai pour la dépression à la phase aiguë, pour laquelle le lithium est efficace mais n'est pas le plus efficace. Mais en revanche, c'est le meilleur traitement pour stabiliser les patients. Alors, c'est pas le lieu ici, mais voilà, malgré les réticences qu'il peut y avoir, je pense qu'il est utile de le prescrire quoi qu'il arrive. Je pense que la diapo suivante était dédiée un petit peu à ça, mais on peut peut-être j'ai l'impression que ça bug. Bon, très brièvement, l'idée était de mettre en lumière que le lithium a certes des effets secondaires, mais que quand on le monitore correctement, il n'y a pas un risque majeur. Il y a une étude d'ailleurs qui est sortie l'année dernière qui montre qu'il n'y a pas plus d'insuffisance rénale chronique avec des patients sous lithium bien pris en charge que des patients sous antiépileptiques au long cours. Donc, peut-être remettre en cause un peu nos pratiques, et à mon avis, c'est surtout le rôle du prescripteur ou des soignants
que de faire attention à ce que ce traitement soit pris et bien pris, plutôt qu'aux patients de pâtir du fait qu'on ne prescrive pas de lithium parce qu'on veut pas faire de psychoéducation autour de ça. Et je m'étendrai pas plus là-dessus pour passer un petit peu plus rapidement et aller sur les cas cliniques. Donc je vais vous présenter celui de cette dame de 71 ans qui a des antécédents cardiovasculaires, comme beaucoup de patients bipolaires, qui souffrent de pathologies addictives, ce qui est également une comorbidité fréquente. Elle a un trouble bipolaire de type 2 initialement, qui se déclare assez tardivement, un premier épisode d'hypomane à 39 ans, et qui secondairement, donc en 2013, où elle a 61 ans, elle fait un premier épisode maniaque, probablement sur cette atteinte vasculaire qui favorise cet épisode-là. Et puis ensuite, elle fait plutôt des épisodes mixtes. Elle est veuve, elle a 4 enfants avec lesquels elle est difficilement en lien. Une dame qui a un parcours de vie assez typique du trouble bipolaire, qui a ouvert plusieurs entreprises qui ont toutes fait faillite et qui est endettée à l'âge adulte. Ça crie bipolarité ou TDAH, ce genre d'élément. Elle est isolée socialement et en conflit avec son voisinage. Et du coup, on rencontre cette dame fin de l'été 2023. Elle fait un épisode maniaque. Elle était alors prise en charge par l'équipe mobile de psychiatrie à Lyon. Et elle développe des idées délirantes à thématique érotomaniaque sur le psychiatre. À thématique mégalomaniaque également. Elle nous dit qu'elle est partie en tournée plus tôt dans l'année avec le festival du film à Lyon, le Festival des Lumières. Et qu'elle vit à Los Angeles, elle a plus de passeport, mais elle nous dit qu'elle a pu passer backstage à l'aéroport en raison de ses contacts, enfin, des éléments mégalomaniaques un peu typiques, et puis des idées délirantes de persécution à l'encontre de ses enfants. C'est en lien avec le contexte d'hospitalisation puisque c'est eux qui ont été signataires du tiers, et puis du gardien de l'immeuble dont elle est persuadée que quand elle part à Los Angeles, il s'introduit dans son immeuble pour voler ou déplacer des choses. Elle est extrêmement familière, hyper syntone, dans une forme de ludisme important qui rend difficile le fait de mener les entretiens. Et puis, elle a une franche labilité émotionnelle. Elle est irritable, voire hostile et impurique. Chez cette dame, on reprend... Alors, il y avait peut-être un encart tout au début, je pense, qui décrivait le fait que j'ai du mal à mettre... Non, autant pour moi. Chez cette dame, on reprend le Theralite avec un objectif de lithémie qui est assez bas. C'est peut-être un point à avoir en tête aussi, mais les sujets âgés, on vise 0,4 à 0,6 chez les oldest old, donc les sujets âgés de plus de 80 ans ou polypathologiques, et chez les âgés plus jeunes, je dirais, les 60 à 80 ans, on peut viser une lithémie de 0,6 à 0,8 millimoles. Mais en tout cas, il n'y a aucun intérêt à les avoir plus haut que ça, puisque la pénétration tissulaire cérébrale, elle est plus importante chez eux. Donc, on risque juste plus d'effets secondaires à être plus haut. Et puis, bien entendu, mais ce qui vaut aussi pour les adultes, on peut viser la fourchette haute à la phase de traitement et puis se rabattre sur la fourchette basse à la phase de maintenance. Ça évite les effets indésirés. Chez cette dame vasculaire, on se lance dans une IRM cérébrale d'emblée pour pas méconnaître les complications non vues. On envisage le bilan neuropsychologique, puis on dépiste son SAOS, puisque elle est en surpoids, elle a tendance à boire de l'alcool, et elle est vasculaire. Il y a de bonnes chances que ça marche. C'était ce point-là, oui. Elle avait été mise sous lamotrigine et elle avait fait des hallucinations visuelles sous la lamotrigine. C'est ce qui avait entraîné son arrêt des thérapeutiques et l'épisode maniaque. C'est pas très grave, on peut passer. Et je pense qu'il doit manquer le début aussi. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Sur son IRM, on retrouve des lésions vasculaires qui sont cotées selon cette échelle, phase et casse. Une atrophie importante. Il n'y a pas de prédominance, donc on se pose pas la question d'une pathologie neuroévolutive. Son bilan neuropsychologique montre un fort profil dysexécutif, des difficultés attentionnelles, des difficultés dans la planification, l'inhibition mentale, un profil qu'on retrouve souvent chez les personnes bipolaires, même en phase euthymique, qui là a été nettement accentué par l'atteinte vasculaire qui a tendance à donner ce type de profil aussi. Le SAOS est positif, puis chez cette dame, on se rend compte quand même qu'en lien avec ce profil d'atteinte cognitive, elle est en difficulté pour gérer pas mal de choses du quotidien, notamment sur le plan des finances, de l'administratif, et que probablement ça contribue à engendrer l'ingérence des enfants et les idées délirantes sur ces enfants. Donc on lance une mesure de protection.
Elle s'améliore assez rapidement avec le lithium, la quétiapine. Donc on envisage son retour à domicile avec la mise en place d'une psychoéducation dédiée aux personnes bipolaires, enfin, qui souffrent de bipolarité et qui sont âgées. Une consultation en cardiologie pour prévenir le risque vasculaire important, une consultation en addictologie aussi, puis un relais au CMP. Malheureusement, cette dame, elle va encore plus perdre sur le plan des exécutifs, et puis elle présente une mauvaise tolérance de son théralite, avec une sécheresse cutanée, des choses qu'on peut voir sous lithium, et des tremblements importants. Donc chez elle, malgré tout, la lithémie plasmatique, elle reste plutôt bonne entre 0,6 et 0,8, donc on va rapidement lui faire une lithémie intra-érythrocytaire. Pour les psychiatres de l'Assemblée, il faut vraiment pas hésiter à faire ce type d'examen, puisque il y a souvent une discordance chez les sujets âgés en raison de la meilleure passation de la barrière hémato-encéphalique du lithium chez eux. De fait, sa lithémie intra-érythrocytaire était élevée, donc on a rebaissé son lithium. Il doit encore manquer l'encart, je pense. Voilà. Cette baisse du lithium, malheureusement, elle va engendrer un nouvel épisode maniaque, enfin hypomaniaque. Donc on prend la décision de remajorer en mettant en place des traitements plutôt correcteurs des tremblements, donc propranolol et vitamine B6, ce qui nous permet de ramener cette dame sur un profil euthymique. Alors c'est un profil euthymique fluctuant, on va dire. Sur le CMP, ils ont quand même du mal à faire en sorte qu'elle reste stable. Ils sont très embêtés actuellement à cause des ruptures de stock de quétiapine, qui l'a stabilisé bien. Donc, cette dame est en cours de relais vers de l'olanzapine et a priori le tolère mal. Donc je pense que je vais pas tarder à la voir arriver à l'hôpital. Je sais pas pour vous, mais on a de gros soucis avec ces défauts d'approvisionnement. C'est assez terrible pour les patients. Et je crois que ça faisait le tour de cette patiente, bon, qui somme toute a un épisode maniaque assez classique dans le cadre d'un trouble bipolaire du sujet âgé, qui répond bien au lithium et qui est resté sous lithium. La bithérapie est rapidement mise en place, puisqu'elle a quand même une symptomatologie assez intense initialement et marquée par les troubles du sommeil. J'ai une deuxième situation dans le cadre de la bipolarité. Une dame assez jeune, de 67 ans, plutôt sur un profil d'antécédents vasculaires aussi, dyslipidémie, une obésité morbide, un syndrome d'apnée du sommeil qu'elle refuse d'appareiller. Cette dame souffre d'un trouble bipolaire de type 1, avec un premier épisode vers 20 ans, et qui a été hospitalisée plusieurs fois, avec à chaque fois des symptômes psychotiques. Et on a une accélération de la récurrence des épisodes passés 55 ans. Des antécédents de bipolarité dans la famille, une dame qui est mariée à la retraite. Dans la suivante. Elle est traitée par son psychiatre libéral par quétiapine, loxapine, oxazépam, ce qui rapidement nous pose souci, puisque elle a des benzos avec un syndrome d'apnée du sommeil non traité, et elle a globalement déjà un peu tout eu sur le plan thérapeutique, ce qui nous embête quand cette dame nous est transférée fin 2023 depuis la clinique, parce qu'elle a des idées suicidaires scénarisées, et qu'elle est en refus de soins. La diapo d'après. Sur le plan clinique, cette dame, elle a une désorganisation psychique vraiment très marquée. Le discours est diffluent avec des coqs à l'âne, un raisonnement par assonance, donc elle va faire rimer un petit peu ses phrases et ricocher d'une phrase à l'autre par rime. Elle fait beaucoup de calembours, elle a ce ludisme important. Elle est très labile sur le plan émotionnel et poreuse. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'unité, elle a tendance à le vivre de façon très intense, avec une tristesse importante et beaucoup d'anxiété. Elle a ce côté accéléré psychiquement et du coup de dévidage anxieux. Pour le coup, chez elle, clairement, l'épisode mixte, la question se pose, d'autant qu'elle a des idées suicidaires scénarisées et des éléments délirants qui tournent principalement autour de la jalousie. Elle est persuadée que son mari profite de l'hospitalisation pour se faire plaisir avec les voisines. Et puis des idées délirantes de persécution, où elle voit dans l'unité d'anciennes thérapeutes et psychiatres qu'elle avait eues, qui viennent lui parler et juger sa décompensation actuelle. Et puis une thématique sexuelle qui est omniprésente dans ses propos, autour de son époux, autour des patients dans l'unité, qui nous fait questionner un traumatisme dans l'enfance ou un traumatisme en tant que jeune adulte.
ce qui s'est avéré vrai par la suite. Elle a pu parler avec certaines soignantes de ses antécédents. Donc, un épisode mixte à caractéristiques psychotiques chez cette dame de 67 ans. Cette dame avait un goitre thyroïdien, je me suis pas attardé dessus, mais du coup, on lance un bilan préthérapeutique avec une échographie thyroïdienne. On arrête les benzodiazépines, bien entendu, puisqu'elle a un SAOS. Et on la met aussi sous Theralite, encore une fois, avec l'idée que c'est le traitement le plus efficace, avec un objectif de fourchette plasmatique un petit peu plus haut, à 0,8, étant donné son jeune âge. Et puis, rapidement, les choses s'apaisent. On y croit très fort. On oriente cette dame vers le groupe ETP à nouveau, et puis la guidance familiale. Donc, on a un groupe de prise en charge systémique dédié uniquement aux personnes âgées, qui nous permet de déverrouiller pas mal de situations tendues sur le plan familial, ce qui est très utile. Et puis, on fait pas mal de psychoéducation au sein du terrain. Elle avait eu un bilan neuropsychologique et une IRM qui mettait en évidence cette atteinte dysexécutive fréquente chez les bipolaires. Malheureusement, il doit manquer celle du haut. Malheureusement, cette dame, elle est rapidement réhospitalisée. Je crois que ça devait être le moment où il y a un acteur célèbre qui est décédé. Je ne me souviens plus de qui, et elle a été extrêmement perméable à ça. Elle a fait un virage maniaque alors qu'elle était sous traitement. Elle passe à la post-urgence où ils la voient à 0,75 sur sa lithémie. Ils se disent qu'elle est inobservante puisqu'elle n'est pas entre 0,8 et 1,2. Ils la reblindent de lithium. Elle va faire un syndrome cérébelleux sévère avec de gros troubles de l'équilibre, ce qui nous force à rebaisser le lithium. Et on envisage rapidement la mise en place de clozapine chez cette dame, qui a un bon potentiel thymorégulateur aussi. Elle va, et c'est plutôt efficace, on monte progressivement jusqu'à 250 mg. Elle va prendre du poids avec la clozapine, ce qui a été vécu très péjorativement par cette dame. Donc on mettra en place de la metformine. On peut avoir cette indication des traitements diabétiques pour limiter la prise de poids ou les risques cardiovasculaires liés aux neuroleptiques. Cette dame, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on la suit. Elle reste assez instable avec des rechutes fréquentes. On pense que l'extension des lésions vasculaires a entraîné une plus grande rapidité dans les cycles et probablement un côté de schizo-affectif secondaire. Elle est bien décrite comme ayant souffert d'un trouble bipolaire vie entière, mais de plus en plus, elle a des symptômes psychotiques qui persistent entre les épisodes. On a ce sentiment que peut-être la charge cognitive favorise ça. On a très envie de passer cette dame à la sismothérapie pour essayer de la soulager de ces épisodes qui continuent à fluctuer, mais elle y est fermement opposée malheureusement. Et puis elle refuse aussi l'appareillage du SAOS, ce qui est quand même dommage. Mais bon, c'est pas une dame facile à prendre en charge, mais malgré tout très sympathique. Et puis c'est ce que je vous disais, ce doute sur l'aspect schizoaffectif. Alors, je pense qu'on peut avancer, puis je vois l'heure un petit peu, je vais peut-être pas faire ce cas-là sur la bipolarité. Je t'interromps. Oui, ouais. Hop. Et du coup, passer plutôt au deuil. Donc, deuil normal, deuil pathologique, et les symptômes psychotiques qui peuvent l'accompagner. Donc, je te laisse... Donc, le deuil, c'est, comme vous le savez, je pense, une réaction émotionnelle, cognitive, comportementale et socioculturelle. Donc, toutes ces composantes simultanément face à la perte d'une personne ou d'un objet investi. Et ce deuil évolue classiquement en plusieurs phases. La phase de choc, la phase de douleur, la phase de réorganisation. Le DSM, même si c'est très controversé, définit ce deuil persistant complexe en mettant cette limite arbitraire de 12 mois. Bon, c'est vrai qu'avoir des symptômes liés, enfin en tout cas un vécu péjoratif du deuil après 12 mois, ça paraît pas aberrant, mais bon, je pense qu'il fallait une limite, je sais pas d'où elle vient exactement. Et puis le deuil pathologique, donc ce deuil qui se complique d'un épisode dépressif, d'un trouble anxieux généralisé, d'un trouble panique, etc. Le deuil normal, globalement, il est marqué par la rumination de souvenirs, par une souffrance, mais qui peut aussi s'accompagner d'affects positifs, par cette volonté de réorganisation.
le sentiment de vide, de perte lié au détachement d'avec la personne investie. Et puis, quand il y a des souvenirs, ils sont généralement teintés par la nostalgie plutôt que par le regret. Le regret nous emmène plutôt du côté du deuil compliqué, où là, on va avoir des émotions négatives persistantes, une tristesse qui perdure de jour en jour, et des idées suicidaires qui peuvent apparaître en lien avec ce sentiment d'inutilité, et puis le fait de se sentir coupable de la mort du proche. Les symptômes psychotiques, que je vais appeler ici plutôt expériences sensorielles ou quasi-sensorielles, on peut les retrouver dans le deuil normal comme dans le deuil pathologique. Il ne faut pas sauter sur cette explication d'emblée, je vous le montre juste après. Ces expériences, elles ont une prévalence qui est assez hétérogène, mais qui pourrait aller chez les sujets âgés jusqu'à 80% des endeuillés, en particulier quand le deuil porte sur le conjoint, la conjointe. On peut avoir des sensations de présence, des hallucinations acoustico-verbales ou visuelles, sans cadre pathologique. Plus la personne est fréquente, plus ces hallucinations ou expériences sont fréquentes. Le sexe féminin est plus exposé, et les premiers mois post-deuil voient également ces symptômes plus fréquents. En général, les études, elles retrouvent une importance de la relation pré-deuil, c'est-à-dire que plus on est amoureux et plus le mariage a été long, plus il y a des chances que ces expériences apparaissent. Je ne sais pas exactement comment ils ont évalué ça, je me suis pas penché sur la littérature, mais les mariages courts ou peu heureux étaient moins engendraient moins ça. Alors probablement l'explication, je vous la donne sur la diapo suivante. Il y a différentes théories, ce sera encore celle d'après, mais autour de l'apparition de ces hallucinations qui pourraient être une forme de remaniement de l'attachement au proche qui est décédé, et donc de revivre des scènes pour progressivement se détacher de la personne qui est décédée. En tout cas, c'est une des théories avancées. On les voit plus souvent chez les personnes avec un haut niveau de névrosisme, d'ouverture d'esprit, d'extraversion. Ces expériences sensorielles, elles peuvent tout à fait être connotées positivement par les personnes qu'on reçoit. Ils peuvent nous dire que finalement, ça leur fait plaisir de réentendre leur mari en train de cuisiner, ou de voir leur épouse brièvement comme si elle était allongée dans le lit. En général, le caractère positif est aussi associé à des scènes qui n'ont pas réellement existé, comme si c'était la production d'un nouveau souvenir avec la personne décédée, plutôt que le fait de revivre d'anciens souvenirs sous forme d'hallucination. Ces expériences sensorielles peuvent être associées à des symptômes anxio-dépressifs quand elles sont fréquentes et très florides. Et puis, encore une fois, l'isolement social, sans eux, est fréquemment associé à ces expériences sensorielles et peut être véhiculé par elles. On a tendance néanmoins à penser que la persistance de ces expériences sensorielles peut constituer un critère accessoire de deuil complexe, notamment si la participation affective est extrêmement forte. Si vous avez un patient, une personne âgée qui est extrêmement affecté, extrêmement anxieux, triste, en lien avec le fait de revoir l'épouse décédée et que ça survient tous les jours, il faut peut-être commencer à se questionner cette fois-ci. Et puis, comme je vous disais, il y a différents modèles théoriques. Est-ce que ce sont un petit peu comme des phénomènes traumatiques sous forme de reviviscence visuelle, auditive? Est-ce que c'est une réponse à l'attachement relationnel qui a été mis en place avec le défunt, la défunte? Ou est-ce que justement ça questionne cette persistance du lien? Personnellement, je pense que ça va dépendre aussi du milieu socio-culturel et de l'origine ethnique. Certaines cultures, par exemple au Japon, ont un culte des morts extrêmement prononcé, avec une pièce qui peut y être dédiée, un hôtel qui est dédié avec des photos, etc. Le vécu du deuil est quand même totalement différent de celui d'une personne issue d'une civilisation plus occidentale. Je pense qu'après, j'ai un cas clinique, non pas tout de suite. La question que je posais est toujours la même, c'est de rechercher des facteurs qui facilitent l'émergence de ces expériences sensorielles, notamment la désafférentation, les pathologies psychiatriques, addictologiques, neuroévolutives, tout ce qu'on a déjà dit, mais globalement, d'avoir une attitude qui est de la normalisation de ces symptômes. Ils n'en sont pas tout à fait d'ailleurs, puisque le deuil n'est pas vraiment une pathologie, donc, mais plutôt d'accueillir, de rassurer, sans s'empêcher de pouvoir chercher une étiologie à la récurrence de ces phénomènes.
Et puis, bien sûr, les thérapies centrées par le deuil peuvent aider. Le cas clinique, je vais essayer de passer un peu rapidement, de cette dame de 87 ans qui est adressée justement par le médecin traitant pour un deuil pathologique. C'est une dame qui a des antécédents vasculaires, rien d'exceptionnel. Elle n'a pas d'enfant, pas d'antécédents psychiatriques personnels. Est-ce que tu peux juste recliquer? Je pense qu'il y a un encart sur la droite. Et puis son traitement, elle est déjà sous antidépresseur. Alors on va pas reprendre tout le traitement, il est conséquent, mais sous paroxétine, traitement qu'on n'apprécie pas beaucoup chez les sujets âgés, parce que forte charge anticholinergique, par exemple dans ce cas-là, peut médier les hallucinations ou les symptômes psychotiques. Est-ce que tu peux passer? Merci. Pour reprendre un petit peu, je pense qu'on peut dérouler, il y a plusieurs éléments. Le contexte de cette dame, elle a été l'aidante principale de son époux. Non, c'est pas grave. Elle a été l'aidante principale de son époux, qui a vu évoluer une maladie d'Alzheimer sur 5 ans, avec beaucoup de symptômes psychocomportementaux qui ont généré un épuisement psychique important chez elle. Je ne sais pas si vous vivez ça dans vos situations cliniques, mais nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent, cette forme de, comme si les aidants tenaient coûte que coûte tant que la personne investie et en vie est malade, etc. Puis une fois qu'elle est soit institutionnalisée, soit elle décède, on a des dépressions extrêmement intenses qui surviennent quasiment du jour au lendemain, comme si voilà, il y avait un effondrement psychique complet une fois que cet objet investi disparaissait. En tout cas, c'est plus ou moins ce qui arrive à cette dame qui accumule de l'épuisement généré par les symptômes de son époux, qui, à son décès, déclenche un deuil rapidement pathologique, mais on le voit sur la diapo d'après. Donc, comme je vous disais, elle est isolée socialement, veuve. Elle avait une relation très fusionnelle avec son époux, donc ça retouche un peu ce que je vous disais, de ces relations où l'attachement est extrêmement fort, pérenne pendant longtemps. Cette dame a déjà une petite perte d'autonomie avec un passage infirmier et auxiliaire de vie à domicile, ce d'autant qu'elle a pas d'entourage. On peut passer à la suivante. Quand on la reçoit à l'hôpital, cette patiente, elle a été adressée au CMP d'abord, puis vers l'hôpital en raison de l'intensité des symptômes dépressifs. Elle est très triste, elle a une asthénie, une insomnie d'endormissement, des réveils nocturnes. Elle se sent dépassée par la gestion du quotidien. Et puis elle peut évoquer ces hallucinations visuelles ou auditives où elle revoit son mari dans des scènes de vie quotidienne, on dirait, en train de bricoler ou de faire à manger. Elle est parfaitement consciente du décès de son mari, mais pour autant elle a des comportements un peu étranges. Elle cherche à nourrir la photo de son époux et elle est extrêmement proche de ces souvenirs-là. C'est une dame qui déambule, qui fait des chutes dans l'unité aussi. Et puis, les infirmières rapportent qu'elles ont notifié à plusieurs reprises des épisodes de confusion. Dans ce contexte-là, elle avait été adressée aux urgences où un scanner cérébral avait été réalisé. Je pense que j'ai dû intervertir médias. L'hospitalisation, c'est pas grave, l'hospitalisation se fait à ce moment-là, où il y a une introduction de risperidone sur ces hallucinations visuelles par les urgentistes, pas par les psychiatres, à l'unité d'hospitalisation de courte durée. Cette dame va très mal tolérer sa risperidone, avec un ralentissement psychomoteur, sédation, chute. C'est à ce moment-là où elle est adressée vers la psychiatrie de la personne âgée. On arrête le neuroleptique, on met en place un antidépresseur autre, c'était de la sertraline, autre que la paroxétine, où elle s'améliore assez rapidement. Quand elle retourne chez elle, elle reste plutôt euthymique, elle critique, mais de plus en plus partiellement les hallucinations visuelles, et cette espèce de soliloquie où elle parle à la photo de son mari s'accentue, et puis les soignants du CMP repèrent qu'elle a un langage de plus en plus marqué par des modalisateurs. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ces patients qui vont dire des choses comme ce que je vais vous dire maintenant, c'est que précédemment, j'ai envisagé ces espèces de langage très creux où on contextualise beaucoup, mais on ne dit pas grand-chose. Chose qu'on retrouve notamment dans les pathologies neuroévolutives. Elle a un MMSE qui commence à chuter, avec une désorientation temporospatiale, des rappels différés qui commencent à s'affaisser, des troubles attentionnels. Voilà, c'est une forme d'atteinte assez mixte entre un syndrome dysexécutif, un syndrome amnésique et puis des troubles praxiques qui apparaissent et qui grèvent son autonomie à domicile. Est-ce que tu peux? Merci. Son IRM montre une atteinte, une atrophie assez diffuse associée à une atteinte vasculaire. Elle a un examen neurologique ce jour-là sans particularité.
On arrête les benzodiazépines qu'elle avait toujours et puis on demande la mise en place d'un accueil de jour et d'un suivi au CATTP pour l'étayer de plus en plus. Et puis finalement, cette dame, les symptômes continuent à s'accentuer. On voit apparaître une forme d'anxiété vespérale, hein, ce syndrome du coucher de soleil, des épisodes confusionnels, intermittents. Elle se plaint également de sensations de présence. Elle sent son mari présent dans le logement, des ekmnésies, donc elle revit des souvenirs avec lui. Elle s'occupe de 2 peluches à elle, en plus de la photo de son mari, ce qui commence quand même à faire beaucoup, comme si c'était des enfants. Et puis désormais, elle a l'impression d'entendre son mari, mais chez la voisine, avec des éléments de jalousie qui apparaissent vis-à-vis de son mari décédé. Et puis, trouble de l'identification. Elle a du mal à se reconnaître dans les miroirs. Elle a l'impression que c'est sa propre mère. Et elle commence à avoir également des paramnésies réduplicatives. Donc cette dame a pu avoir à plusieurs reprises le sentiment que son logement avait été totalement reproduit à un autre endroit. Donc elle était en mesure d'identifier que c'était bien la même conformation que chez elle, mais incapable de dire que c'était chez elle, avec un vécu persécutoire important, bien entendu, parce qu'elle avait l'impression qu'on l'avait déplacée volontairement. Vas-y. On se questionne, vous l'aurez peut-être vu poindre, mais bon, finalement, cette dame, elle tolère mal les neuroleptiques, elle a des hallucinations visuelles, elle a des fluctuations au niveau comportemental et de la vigilance avec des épisodes de confusion intermittents. Elle a du coup 2 critères majeurs de maladie à corps de Lévy. Donc on se pose la question de mettre en place un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, de la rivastigmine, qui en général est efficace sur les symptômes psychotiques. On met en place cet accueil de jour. Et puis finalement, les hallucinations continuent à se majorer avec ces éléments de jalousie à l'encontre de son mari défunt. Vas-y. Ce qui entraîne son hospitalisation et l'introduction, enfin réhospitalisation, et l'introduction de kétiapine, donc un des seuls neuroleptiques bien tolérés dans la maladie à corps de Lévy, bon, qui présente quand même le défaut qu'il n'y a aucun niveau de preuve pour la kétiapine, contrairement à la clozapine, mais c'est beaucoup plus simple à prescrire. Sauf maintenant, puisqu'il n'y en a plus. Elle se dégrade progressivement sur le plan cognitif. Elle a des chutes de plus en plus fréquentes et finalement on a le syndrome extrapyramidal qui apparaît, donc quelque chose qui est pas rare, hein, que les patients corps de Lévy n'aient pas initialement le syndrome extrapyramidal ou que ce syndrome il soit fluctuant et qu'on l'ait pas toujours à l'examen. Donc bon, finalement cette dame, sur sa perte d'autonomie et puis ce diagnostic de pathologie neuroévolutive dont on parvient difficilement à gommer les symptômes psychocomportementaux, elle sera institutionnalisée depuis notre unité. Je pense que ça doit... Et elle est plus stable initialement, puis bon, je vous remettais, mais on peut passer très brièvement les critères de maladie à corps de Lévy. Je pense que vous en parlerez plus dans un mois. Et je vais m'attacher très brièvement à parler de ce lien qui existe entre les symptômes psychotiques de l'AG et les troubles neurocognitifs. Il y a un concept qui émerge depuis un peu moins de 10 ans, qui s'appelle MBI, pour Mild Behavioral Impairment. Je crois pas qu'il y ait encore de traduction en français. L'idée, c'est qu'il y ait des symptômes neuropsychiatriques qui émergent avant même qu'il y ait des troubles cognitifs. Donc concrètement, vous avez des patients âgés avec des symptômes potentiellement psychotiques et pas d'atteinte cognitive et pas d'impact fonctionnel au quotidien. Donc différencier ces symptômes-là qui en fait s'inscrivent dans une pathologie neurodégénérative débutante d'un trouble psychiatrique, c'est quasiment impossible. Toutes les pathologies neurocognitives sont pourvoyeuses, mais plus fréquemment la démence frontotemporale et la maladie à corps de Lévy. Les critères, c'est que ça doit apparaître après 50 ans, persister plus de 6 mois au moins de façon intermittente, modifier le comportement et ou la personnalité, et ça comprend tout le champ des symptômes psychiatriques, impulsivité, troubles des interactions sociales, troubles des perceptions sensorielles, donc hallucinations, troubles du cours de la pensée, donc idées délirantes, etc. Ces symptômes psychocomportementaux, ils sont prédictifs d'un déclin cognitif rapide, que ce soit chez les sujets normaux ou ceux qui ont une plainte cognitive constituée. Il y a peu d'études qui, pour le moment, nous disent s'il y a tel symptôme, il y aura telle pathologie neuroévolutive. On évolue pour le moment un peu dans le flou.
En tout cas, 40% des patients avec un trouble neurocognitif, cette fois constitué, peuvent avoir des symptômes psychotiques. Donc, on est vraiment dans une forme de lien bidirectionnel où avoir des symptômes psychotiques peut être un marqueur de maladie neuroévolutive à venir, mais avoir des symptômes psychotiques va aussi accélérer l'évolution vers une pathologie neuroévolutive. Donc, il faut vraiment être attentif à ça et concrètement, il faut prendre en charge les symptômes psychotiques quand ils sont associés à une souffrance. Donc, ça veut dire dépister les patients et probablement venir pallier à tout ce qui va accentuer le risque de conversion vers une pathologie neuroévolutive, rompre avec l'isolement social, appareiller la désafférentation sensorielle, prendre en charge les comorbidités cardiovasculaires, etc. Et puis ça, mais pareil, je pense que le docteur Roche vous redétaillera plus pour ceux qui seront là dans un mois, mais les pathologies neurocognitives, elles peuvent avoir des modes d'entrée psychiatrique qui ne facilitent pas toujours le diagnostic différentiel avec un trouble de l'humeur, notamment à caractéristiques psychotiques. C'est surtout vrai pour la maladie à corps de Lévy, qui peut parfois se présenter uniquement avec des symptômes psychiatriques. On parle de pure psychiatric presentation. Toutes ces pathologies, elles sont souvent précédées, de symptômes dépressifs jusqu'à 10 ans, 20 ans avant l'émergence de la maladie. Alors, maintenant, un certain nombre d'études permettent de dire que, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une surcharge amyloïde qui existe déjà 20 ans, 25 ans avant le début des troubles cognitifs. Est-ce que c'est cette surcharge amyloïde qui favorise la dépression? C'est possible, mais on n'en est pas encore bien certain. En tout cas, voilà, avoir bien en tête ce risque pour des dépressions qui apparaissent après 50 ans, donc des late life depression, de l'évolution possible à un moment donné vers une pathologie neurodégénérative. Et puis, effectivement, alors, j'avais une deuxième partie de la vidéo, mais si elle n'est pas vue pas entendue par les 150 participants, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Je vais vous la résumer brièvement, mais la deuxième partie d'entretien, en fait, la patiente déroule des symptômes qui sont typiques de maladie à corps de Lévy. Donc, les 5 premières minutes font beaucoup penser à un épisode dépressif psychotique. Et puis ensuite, elle décrit des cauchemars récurrents. Sa fille dit qu'elle tombe du lit, qu'elle s'agite en dormant, qu'elle hurle en dormant, donc des éléments évocateurs de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et puis sa fille décrit un aspect extrêmement fluctuant qui rejoint ta question, avec des moments où elle était tout à fait capable de critiquer les symptômes dépressifs et d'autres où l'intensité dépressive était beaucoup plus marquée, ce côté vraiment oscillant du corps de Lévy. Et puis, elle a également une hypotension orthostatique, elle fait des chutes fréquentes, chose qu'on retrouve aussi dans cette maladie. Bon, désolé pour cette ellipse, du coup, sur ce point-là. Et puis, je vais en recueillir à votre avis. Là, il est 11h50, j'arrive sur la conclusion. J'ai encore un cas clinique qui est assez intense, celui de ce monsieur qui a présenté pas mal de symptômes. Ou bien on peut s'ouvrir aux questions. Ouais, on a le temps. Il fera un bon résumé en plus. Donc, ce monsieur a 79 ans, un monsieur hyper tendu avec un antécédent d'AVC. Qui, depuis l'âge de 70 ans, a priori, 0 antécédent psychiatrique avant, présente plusieurs épisodes dépressifs extrêmement intenses, à chaque fois, quasiment, avec des caractéristiques mélancoliques, ou catatoniques. Il a déjà bénéficié de 6 mots qui ont malheureusement été arrêtés au cours de la pandémie de Covid et qui, de toute façon, avaient une efficacité partielle. Je crois qu'il est arrivé à 14 séances quand même. Il vit à Lyon, c'est un maçon retraité, il n'a pas d'enfant. Et puis, alors le cas clinique est un peu par morceaux. J'ai eu du mal à recollecter l'histoire de ce patient qui est dense et complexe, mais sa sœur décède début 2024, ce qui va entraîner sa réhospitalisation au moment où moi je le rencontre. Ce monsieur est toujours dans notre service d'ailleurs. Il était suivi au CMP avec du Tritico, donc de la trazodone. Mais je vais vous expliquer sur la diapositive d'après pourquoi. Donc en gros, comme je vous dis, ça fait 8 ans, il présente de façon intermittente des symptômes dépressifs sévères, avec systématiquement des symptômes psychotiques. En 2023, il est hospitalisé assez longtemps pour un tableau très polymorphe, où il va manifester à plusieurs reprises un tableau frontal, avec une perte des convenances, une familiarité envers les soignants,
une grosse impulsivité verbale, une négligence de l'hygiène de soi, enfin, des symptômes très frontaux qui alternent avec des moments d'apathie intense où il est quasiment impossible de sortir ce monsieur du lit, il veut plus rien faire, autre versant de la frontalité, voire par moment un doute sur ce téléphone tient pas très bien, voire un doute sur un syndrome catatonique. C'est pas toujours bien facile non plus de faire la distinction entre certains versants de la frontalité et de la catatonie. La catatonie est une atteinte frontale, donc il y a forcément un chevauchement symptomatique. Néanmoins, il présente également des symptômes dépressifs très intenses, avec des idées délirantes multiples. Je vous les détaille bien plus sur les diapos suivantes. Et de toute façon, il a à peu près toujours les mêmes, ce monsieur, de façon assez intéressante. Et à l'époque, il a une rigidité, un tremblement asymétrique et une marche à petits pas. Alors vous me direz, là, le tableau part un peu dans tous les sens. Il a un syndrome extra-pyramidal, des éléments dépressifs à caractéristiques psychotiques, un tableau frontal, un tableau catatonique. Alors là-dedans, mes collègues ont été perdus, comme vous l'êtes peut-être, et comme je l'étais moi aussi en prenant ce dossier. Ils ont suspecté initialement une démence frontotemporale. Ça s'accompagne dans 20% des cas de symptômes parkinsoniens, donc c'est loin d'être impossible. D'ailleurs, dans le registre des DLFT, il y a par exemple la paralysie supranucléaire progressive, qui est un syndrome parkinsonien aussi. Il suspecte ça, donc il lance tout un bilan en 2023, une ponction lombaire, mais qui s'avère négative à l'époque. Donc, pas de biomarqueur de la maladie d'Alzheimer, pas de gène muté C9 ou RF72, donc un gène qu'on retrouve fréquemment dans la maladie, dans la démence frontotemporale, pas de progranuline, pareil, un gène qu'on retrouve muté dans cette pathologie, et le neurofilament, on fait de plus en plus en routine, nous, qui nous permet d'évaluer s'il y a une neurodégénérescence. Neurofilament négatif, plutôt pathologie psychiatrique, neurofilament positif, plutôt une cause dégénérative, ou une épilepsie, ou un usage d'alcool important, ou des lésions vasculaires très importantes. Sur l'imagerie métabolique, le TEP, rien de bien concret à se mettre sous la dent, un hypométabolisme singulaire antérieur, c'est pas franchement en faveur de quoi que ce soit. Son IRM est assez banal aussi, il est vasculaire, mais on s'y attend, c'est un monsieur obèse et avec des antécédents cardiovasculaires. Le bilan neuropsychologique, ils ont pu faire que le débrouillage et retrouvent un syndrome dysexécutif dont ils savent pas très bien à l'époque s'il faut l'associer à cette éventuelle démence frontotemporale ou aux symptômes dépressifs intenses qui peuvent aussi donner ce versant dysexécutif. Et puis ils lui font un pharmacogénotypage à nouveau pour essayer de voir les profils de métabolisation et puis adapter le traitement chez ce monsieur qui traîne dans les bacs de la psychiatrie depuis 8 ans sans avoir jamais été soulagé. Ça pose beaucoup de questions. Et puis malheureusement, alors ça c'est le résultat c'est le résultat du pharmacogénotypage. Alors on voit ce monsieur métabolise mal sur le cytochrome D6 et puis au contraire excrète beaucoup plus les médicaments qui sont éliminés par la PGP, mais je vous le redécris après si ça vous intéresse, et sur la diapo suivante. Ce monsieur, malheureusement, il va quitter l'hospitalisation, potentiellement en lien avec sa compagne, qui exige qu'il sorte. Et lui est aussi intimement persuadé qu'il ira mieux s'il est en dehors de l'hôpital. Bon, ce monsieur n'ayant pas d'idée suicidaire, c'est mal vu le garder contre son gré, le risque vital n'était pas imminent, donc on l'a pas gardé à l'hôpital. Et puis il a ce tableau fluctuant où il a des symptômes moteurs et dépressifs, parfois quasi mélancoliques, avec des idées délirantes qui restent présentes. Je vais vous les détailler. Je fais monter le suspense et ça dure jusqu'au décès de sa sœur, où là le tableau s'accentue beaucoup trop et où ce monsieur va être réhospitalisé, ce d'autant qu'il est en rupture de soins après le décès. Il passe aux urgences avant d'arriver dans mon service pour une tristesse de l'humeur majeure. Il est anédonique, aboulique, il a une perte de l'élan vital. Et donc ces idées délirantes de culpabilité, qui nous dit que sa sœur est morte par sa faute, que la police va venir à l'hôpital pour le punir et l'emmener en prison. Il a des éléments d'hypocondrie, voire de négation d'organes. On n'est pas encore tout à fait à la négation, mais on peut dire que son cœur tape tout doucement, tape trop doucement pour qu'il ait assez d'oxygène et de sang qui circule dans son corps. Il nous dit aussi qu'il est tout petit, tout maigre. Alors, c'est un monsieur obèse. Et que la mort va bientôt arriver pour l'emporter.
d'incurabilité. Il dit assez de façon récurrente qu'il est foutu, que il nous demande assez souvent, alors là un petit peu moins, mais je vais y venir, il nous demandait pourquoi on s'échinait à le soigner et à le voir tous les jours, puisque de toute façon il allait mourir prochainement, il valait mieux qu'on donne de notre temps aux patients qui pouvaient en avoir l'usage. Et de ruine, malgré les visites, il nous dit que tous ses proches sont morts et que rien ne pourra s'arranger. Bon, un tableau intense. Je trouve que ce monsieur est intéressant parce qu'il a tous les types d'idées délirantes qu'on peut retrouver dans la dépression. Et puis, on voit apparaître, mais par intermittence, alors ce qui est le propre du syndrome catatonique, mais chez lui, c'est vraiment très marqué cette intermittence, une prostration avec rigidité extra-pyramidale, une immobilité, un mutisme, une fixité du regard. Et ça évolue comme ça de façon très périodique. On a ce monsieur qui a un syndrome extra-pyramidal qui persiste depuis un certain temps, une dépression qui persiste aussi depuis 8 ans avec des symptômes psychotiques, des symptômes catatoniques qui se greffent par moment. Un tableau assez floride, c'est pas facile de s'y repérer. À la post-urgence psychiatrique, il a un neuroleptique qui est mis en place. Alors, plutôt pas un mauvais choix, je dirais, de base, de mettre un ISRS avec ce neuroleptique qui potentialise bien. Mais chez lui, finalement, ça va être particulièrement délétère. Il y a une grosse majoration de son syndrome extra-pyramidal sous Abilify, où il y a un tremblant au point de ne plus pouvoir s'alimenter seul, très rigide. Donc, bien sûr, on commence à se dire que peut-être il y a une maladie de Parkinson chez ce monsieur, ou en tout cas... à la post-urgence psychiatrique, il a un neuroleptique qui est mis en place. Alors, plutôt pas un mauvais choix, je dirais, de base, de mettre un ISRS avec ce neuroleptique qui potentialise bien. Mais chez lui, finalement, ça va être particulièrement délétère. Il y a une grosse majoration de son syndrome extra-pyramidal sous Abilify, où il devient tremblant au point de ne plus pouvoir s'alimenter seul, très rigide. Donc, bien sûr, on commence à se dire que peut-être il y a une maladie de Parkinson chez ce monsieur, ou en tout cas une sinuscléinopathie. Le syndrome extra-pyramidal va persister, même s'il décroît après l'arrêt de la lansoprazole, et puis finalement, il garde une triade classique, tremblement, rigidité, bradykinésie, donc on se pose quand même vraiment fortement cette question. Néanmoins, l'arrêt de la lansoprazole, forcément, fait flamber les symptômes psychotiques. Il se retrouve cette fois-ci avec des idées délirantes d'énormité. Il nous dit qu'il est gigantesque, il ne veut plus rentrer dans le bureau, parce qu'il nous dit qu'il ne va pas rentrer dans le bureau, parce qu'il va dépasser du plafond du bureau. À plusieurs reprises, il nous dit qu'il a 1 milliard d'années, enfin voilà, on a ce côté de... Ouais, le corps et le temps qui sont complètement perturbés chez ce patient, hein, ce vécu d'immortalité, mais très péjoratif. Il nous dit qu'il se sent puni par les soignants, il a l'impression que parfois ils viennent le réveiller la nuit pour le mettre au coin parce qu'il urine dans son lit. Alors, probablement qu'il a une incontinence urinaire sur l'atteinte parkinsonienne, et ça le marque énormément. À nouveau, un tableau très floride chez lui. Bon, on commence à avoir le doute un peu de quelle pathologie neuroévolutive traîne chez lui, maladie à Korn-Levy, maladie de Parkinson, autre syndrome parkinsonien plus, comme on évoquait tout à l'heure. Puis les symptômes dépressifs s'accentuent progressivement. Bon, on demande de la sismothérapie, clairement, parce que là, on se sent un peu en peine, et puis on investigue un petit peu sur le plan SAOS, et je crois qu'il va y avoir. Les idées délirantes, elles continuent à s'accentuer, malheureusement. Et ce monsieur, il est récusé initialement de la sismo par les anesthésistes parce qu'il retrouve un souffle cardiaque. On est assez embêté parce qu'on a un monsieur qui se nourrit de moins en moins, qui est marqué sur le plan parkinsonien. On demande une ETT, une coronarographie, donc on met en place second degré malgré. On essaye de mettre en place de la clozapine en désespoir de cause pour essayer d'apaiser le vécu délirant qui est extrêmement important. Malheureusement, il fait des hypotensions orthostatiques et il chute sous clozapine. On doit l'arrêter. Et on met en place du modopar, ce qui a l'avantage de l'améliorer sur le plan moteur de façon progressive et légèrement sur le plan thymique, un petit peu en réaction, je dirais. Comme il réussit à se mobiliser un peu plus, à s'alimenter seul, il commence à récupérer un petit peu. Bon, le dossier est très dense, comme vous le voyez. On avance à tâtons. Je pense que tout le monde dit la même chose, mais sur ces dossiers très denses, on a l'impression de tout redécouvrir à chaque fois, alors que les collègues ont fait pas mal d'investigations 2 ans avant. On se questionne un peu sur une bipolarité au vu de la récurrence des épisodes depuis 8 ans, même s'il n'y a pas eu d'épisode maniaque de progrès. Et puis, au vu du pharmacogénotypage, on s'oriente sur de la mirtazapine
avec le Theralite, cette fois-ci avec un objectif assez bas, puisqu'on vise la potentialisation d'une dépression pour le moment unipolaire et pas le traitement de bipolaire. On majore le modopare progressivement, puis on s'interroge sur l'usage d'un agoniste dopaminergique, le Cifrol, qui a un bon traitement de la dégradation. Finalement, ce monsieur, la sismothérapie finit par le prendre puisque sa coronaro est normale. Donc c'est actuellement, il a fait la 9e séance aujourd'hui. Il s'améliore assez progressivement sur le plan clinique. On a vu régresser en sens inverse les symptômes qui, pour le coup, sont allés jusqu'au cotard, puisque ce monsieur pouvait nous dire qu'il était immense, qu'il avait 1 milliard d'années, etc. Et puis on le voit régresser, on voit réapparaître des idées délirantes hypochondriaques, mais il n'a plus de délire d'énormité ou de délire d'immensité, de damnation éternelle, mais il recommence à être préoccupé sur le plan somatique, et là ça commence à s'évanouir aussi progressivement. Donc, on voit vraiment ce rebours des symptômes que je trouve à chaque fois extrêmement intéressant. Et par contre, il a une amélioration spectaculaire sur le plan moteur. Effectivement, la sismo est efficace sur les symptômes Parkinson. Il y a quelque chose qui lui a fait beaucoup de bien aussi, c'est la mise en place, depuis peu, puisqu'il se remobilise plus facilement, de l'activité physique adaptée. Et puis ce monsieur, on lui avait refait une ponction lombaire avant la sismothérapie, puisque la sismo peut fausser la fonction lombaire, qui retrouve cette fois-ci des neurofilaments positifs. Donc l'idée d'une pathologie neurodégénérative se confirme, très probablement une maladie de Parkinson. On attend aussi un autre marqueur qui s'appelle RT-Quick, qui est un marqueur de synucléinopathie qui permet de repérer l'alpha-synucléine, donc cette protéine anormalement conformée dans la maladie à Cordes-Lévy, dans la maladie de Parkinson. Et je crois que voilà pour ce cas clinique qui est dense, mais fort intéressant. Je ne sais pas comment va évoluer ce monsieur, puisqu'il est encore qu'à la moitié de sa sismo, mais ça prend une bonne tournure néanmoins. Pour conclure, avec un poil de retard, globalement, l'idée, c'est qu'un symptôme psychotique de novo chez l'âgé, il faut envisager qu'il n'est pas psychiatrique jusqu'à preuve du contraire, puisque c'est 60% des cas. Il faut chercher le syndrome confusionnel et le prendre en charge s'il est présent, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une pathologie psychiatrique sous-jacente. Avoir en tête les diagnostics différentiels neurodégénératifs et se questionner, je crois qu'on ne le fait pas assez souvent, sur la bipolarité sous-jacente, qui peut compliquer les tableaux et puis faire que nos traitements soient peu efficaces. La sismothérapie doit être votre ami. C'est un peu vendeur comme ça, mais réellement, je pense que chez les sujets âgés, il ne faut pas se poser la question si le tableau il est intense avec des symptômes psychotiques. Maintenant, on a tendance à demander la sismo d'emblée, quitte à annuler la demande si nos traitements médicamenteux et non médicamenteux sont efficaces. Et puis, toujours questionner aussi cette évolution possible vers une maladie neuroévolutive quand il y a des symptômes psychotiques. Et je crois que voilà.